Je pratique la musculation depuis 15 ans et voici 10 choses que j'ai apprises et que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Quand on commence la musculation, on est souvent tenté de penser qu'il faut en faire énormément. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas la quantité qui fait la différence, mais la qualité. Et cette qualité, elle commence par le chiffre 1. Une seule répétition parfaitement exécutée. Une seule série où tu es pleinement concentré. Un seul exercice fait avec conscience, contrôle et intention. Avant de penser à faire 4 séries de 12 répétitions, demande-toi, est-ce que je maîtrise parfaitement une seule répétition? C'est en partant de là que tu construis une base solide. Tout programme devient plus pertinent quand tu reviens à l'essentiel, la maîtrise technique. C'est là que les réels progrès commencent. Une fois qu'on a compris l'importance de maîtriser une seule répétition, on peut commencer à se poser une autre question. Faut-il en faire beaucoup ou faut-il s'entraîner dur? En d'autres termes, faut-il privilégier le volume ou l'intensité? Ma réponse simple et directe serait orientée au profit de l'intensité. Mais pour être capable de produire une intensité réelle qui stimule de manière optimale la croissance musculaire, il faut d'abord avoir accumulé un certain volume. Les pratiquants débutants à intermédiaires n'ont pas encore la coordination, la conscience corporelle, ni même la maîtrise technique. Et c'est normal. Justement, dans ce cas précis, le volume d'entraînement bien répété et structuré te permet de consolider les bases, à savoir une meilleure exécution, une meilleure connexion neuromusculaire et une meilleure tolérance à l'effort. Alors oui, à terme, c'est l'intensité qui construit vraiment le physique, mais le volume prépare le corps et le mental à encaisser cette intensité. En gros, volume d'abord, intensité ensuite. Et avec le temps, tu peux te permettre de faire moins, mais beaucoup mieux. Avec le temps, j'ai aussi compris que nos objectifs en musculation ne sont pas figés. Ils évoluent, et c'est normal. Ce que tu veux aujourd'hui ne sera peut-être plus ce qui te motive dans 2 ans. D'un côté, il y a les tendances. Le streetlifting, le crossfit, l'aerox, le powerlifting. Ces vagues vont fortement influencer la façon dont on perçoit la bonne façon de s'entraîner. Ou même le physique qu'il faudrait viser. Et de l'autre, il y a les influences extérieures, plus directes. Tu ouvres Instagram, tu vois un gars hyper sec et tu te dis « Voilà, je veux être comme lui ». 2 scrolls plus tard, tu tombes sur un power qui tire 250 en soulevé de terre et tu te dis la même chose. Mais voilà, parfois, ces objectifs sont incompatibles. On ne peut pas tout poursuivre en même temps. Et surtout, ce ne sont peut-être pas nos vrais objectifs, juste des reflets de ce qu'on pense vouloir. Et c'est pour ça que c'est important de savoir faire le tri. De revenir à la question simple et profonde, qu'est-ce que je veux réellement, moi? Parce que sur le long terme, ce ne sont pas les tendances qui te feront tenir. Mais c'est bien ton objectif, aligné avec ce que tu veux être. Et pas juste avec ce que tu as vu. Vient une autre question encore plus concrète. Est-ce que mon mode de vie est vraiment aligné avec ce que je veux? Pour faire simple, tout le monde veut être musclé. Tout le monde veut être sec. Tout le monde veut être fort. Mais seuls ceux dont le mode de vie reflète cet objectif y arrivent réellement. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Ce ne sont pas les objectifs qui font la différence, mais les habitudes que vous répétez au quotidien. Tu peux vouloir autant que tu veux, si ton sommeil, ta nutrition, ta régularité et ta récupération ne suivent pas, tu n'iras pas loin. Par exemple, sur la ligne de départ d'une course, tous les concurrents ont le même objectif, finir premier. Mais bon, l'issue de la course dépend seulement des efforts qui ont été réalisés à l'entraînement. Eh bien, c'est pareil en musculation. Le résultat, c'est uniquement la partie visible. Ce qu'on voit lorsqu'on regarde le physique d'un athlète, c'est le reflet de ses habitudes ancrées sur le long terme. Alors si tu veux transformer ton corps, commence par changer ton mode de vie. Parce que oui, les résultats ne viennent pas des intentions, mais bien des actions répétées, alignées et très souvent invisibles. Aujourd'hui, on entend partout parler d'optimisation. Le meilleur moment pour s'entraîner, le ratio de protéines en post-workout, le temps de récupération exact entre les séries et j'en passe. Il y a même toute une sous-culture appelée science-based, ou basée sur la science, qui pousse toujours à chercher la méthode la plus efficace sur le papier. Attention, c'est important de s'intéresser à la science, bien sûr. Mais quand tu débutes ou que tu es intermédiaire, t'obséder sur des détails techniques te ralentit plus qu'autre chose. Parce que pendant que tu cherches la meilleure heure pour s'entraîner, eh bien, tu ne t'entraînes pas. À vouloir tout optimiser, on finit parfois par oublier les fondamentaux. Ces mêmes fondamentaux, solides, répétés, ennuyeux parfois, constituent ton meilleur levier de progression. Premièrement, tu t'assures que les fondations soient bien en place, et ensuite, tu peux affiner et optimiser. Mais pas avant. Je vois beaucoup de pratiquants baser leur progression sur une consommation de plus en plus excessive de compléments alimentaires. Whey, créatine, BCA, pré-workout, à tel point qu'ils développent une certaine dépendance placebo. C'est le fameux « je peux pas m'entraîner si j'ai pas le complément en question ». C'est aussi ce qui motivait les gens il y a une dizaine d'années à consommer immédiatement leur whey en post-workout pour profiter de la soi-disant fenêtre anabolique. Avant de considérer la prise de compléments alimentaires, je t'invite à considérer ton alimentation actuelle, à savoir ta capacité à atteindre un total calorique cohérent par rapport à tes besoins, et aussi à consommer une quantité suffisante de protéines via des aliments solides. Dans mon expérience personnelle, j'ai progressivement abandonné un à un les compléments alimentaires pour finalement ne voir aucune différence, que ce soit en termes de physique, mais aussi en termes de performance. Pour faire un parallèle avec le point précédent, les mêmes personnes qui consomment 500 mg de caféine avant l'entraînement sont les mêmes qui dorment 6 heures par nuit. Même logique pour ceux qui consomment de la glucosamine ou du cartilage de requin
pour tenter de guérir leur tendinite, mais qui n'ont aucune notion en termes de gestion d'effort ou load management en anglais. Beaucoup de personnes pensent que les blessures arrivent par malchance, alors qu'en réalité, elles sont souvent la conséquence directe d'un cumul de mauvaises décisions. La première, c'est le choix des exercices. On fait parfois des mouvements parce qu'ils sont dans le programme ou parce qu'on a vu quelqu'un de musclé les réaliser, sans même se demander si ceux-ci sont adaptés à nous, à notre morphologie, notre niveau de mobilité ou nos leviers articulaires. Et c'est là qu'intervient la deuxième notion, la gestion de l'effort. Parce que oui, chaque effort que tu fais, chaque série, chaque répétition a un coût. Pas juste en énergie sur le moment, mais en termes de capacité de récupération. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que trop de stress, passer le niveau de stimulation nécessaire, ça ne fait pas progresser plus vite. En résumé, si tu fais des mouvements très taxants ou que tu accumules trop d'efforts sans récupération, la blessure n'arrive pas par accident, mais par excès. Alors apprends à gérer ta fatigue, apprends à choisir les bons mouvements et apprends à écouter ton corps. Aujourd'hui, on vit à une époque où le culte de la performance et de l'esthétique extrême est partout. On voit défiler des physiques impressionnants, hors normes, toujours plus secs, toujours plus volumineux. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les sacrifices qu'ils impliquent. Et très souvent au détriment de la santé. Des choix qu'une grande partie du public ne soupçonne pas ou ne comprend pas encore. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que je veux toujours plus ou est-ce que je veux seulement mieux? J'ai vu beaucoup de pratiquants atteindre leur prime à 20 ou 21 ans. Des physiques impressionnants, mais ensuite, chaque année moins bonne que la précédente. Moins d'énergie, moins de motivation, plus de blessures et plus de désillusions. Parce que quand tu vises l'extrême, tu vis aussi plus proche du mur. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le vrai luxe en musculation, c'est de continuer à progresser. Peut-être lentement, peut-être discrètement, mais surtout continuellement. Et surtout pouvoir imaginer s'entraîner à 30, 40 ou 50 ans et toujours avec la même envie. Alors non, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux, encore et encore. En musculation, on parle souvent de progression physique, d'hypertrophie musculaire, de définition musculaire. Bien sûr, je pense que chacun, à sa manière, devrait essayer de développer son plein potentiel physique. Mais ce que j'ai compris au fil des années, c'est qu'il y a un deuxième plan tout aussi important, et c'est celui du mental. Parce que si tu progresses physiquement, mais que tu détestes toujours ton reflet dans le miroir, tu n'as pas tant progressé que ça. Même chose si tu progresses, si tu soulèves plus lourd, mais que tu continues perpétuellement à te comparer aux autres. Alors oui, s'entraîner dur pour se sculpter, se dépasser, mais aussi travailler sur soi, sur son regard, sur ses attentes, accepter ses défauts, sa génétique, et surtout, accepter de ne pas pouvoir atteindre cet idéal de perfection. En résumé, faire tous les efforts possibles pour changer de corps, mais aussi pour changer le regard qu'on porte sur soi-même. Je me suis aussi rendu compte d'une chose. La musculation n'est pas seulement une recherche d'objectifs esthétiques. Chez beaucoup de personnes, le point de départ est ailleurs, moins visible, plus personnel. Certains s'inscrivent à la salle pour augmenter leur valeur perçue, pour obtenir l'attention qu'ils n'ont jamais eue, ou encore pour trouver quelqu'un. D'autres veulent se faire respecter, voire s'imposer, ou simplement prendre une revanche sur une version d'eux-mêmes qu'ils détestent. Parfois, sans même le savoir, on enchaîne les séances pour oublier une rupture, pour gérer son anxiété, ou pour reprendre le contrôle d'un quotidien chaotique. Et oui, la musculation c'est aussi ça, une manière de canaliser des émotions, de sublimer une douleur, de transformer un manque en effort. Mais bon, il faut savoir rester lucide. Quand le sport devient le seul échappatoire, il a tendance à masquer une réalité qu'on ne veut pas affronter. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a rien de mal à commencer pour les mauvaises raisons, entre guillemets. L'important, c'est de comprendre au fil du temps pourquoi on choisit de continuer. Si tu arrives à faire de ce sport un choix conscient et non plus une fuite, c'est là que tu gagnes vraiment. Voilà, c'était 10 leçons que j'ai apprises en 15 années de musculation. Bien sûr, ce ne sont pas des vérités absolues, juste mon retour d'expérience. Avec ses erreurs, ses remises en question, mais surtout son évolution. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces points, ou si tu vois les choses différemment, fais-le moi savoir en commentaire. Dis-moi aussi quelle est la plus grande leçon que toi, tu as retirée de ton parcours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et force à toi sur ton chemin physique, mental, ou les deux.